C'était une journée lumineuse, sans nuage à l'horizon à Toronto, 1993. Le genre où la silhouette de la ville scintille sous le soleil. Au 24e étage d'un gratte-ciel, un groupe de jeunes étudiants en droit parcourait les couloirs impeccables d'un cabinet prestigieux. Leur guide, Gary Hoy, avocat, homme de taille moyenne, pesant environ 112 kilos. Mais Gary n'était pas un guide ordinaire. Certes, il était professionnel, élégant, mais il avait une drôle d'habitude. Lors de ses visites, il se jetait littéralement de tout son poids contre les immenses vitres du bureau perchées à des dizaines d'étages du sol. 24 étages. Et à chaque fois, les vitres tenaient bon, elles rebondissaient. C'était sa signature. Et ce jour-là, rien ne laissait penser que ce serait différent. Dans la salle de conférence, baigné de lumière, Gary se prépara pour sa démonstration. Souriant, il s'élança contre la vitre. Elle trembla, résista comme toujours. Mais poussé par une impulsion, Dieu seul sait venait d'où, il recommença une deuxième fois. Mais cette fois-ci, le gaz céda. Et en un éclair, Gary disparut, happé par le vide, chute fulgurante mêlée de stupeur. Il gisait inerte sur le trottoir, entouré des débris de ce qui avait été pour lui scène et rempart. Et Gary Hoy, l'avocat au goût du spectacle, trouva une fin aussi brutale qu'invraisemblable. Cet épisode est le 4e d'une série de 8 consacrée à la science de l'apprentissage, inspirée en grande partie du livre Make It Stick, The Science of Successful Learning. Nous sommes tous victimes d'illusions, tout comme l'avocat de notre histoire d'introduction, causée par des erreurs de notre jugement. Pas forcément sur la solidité d'une vitre ou d'un cadre ou d'une baie vitrée, mais sur celle de nos connaissances, la solidité de notre compréhension ou de nos compétences. Et c'est précisément de cela qu'il sera question dans cet épisode. Première illusion, l'illusion du « Oh oui, je savais ». Imaginez quelqu'un à qui on pose cette question. Par exemple, quelle est la capitale du Bénin? La personne cherche la réponse, elle sent qu'elle la connaît. Puis quelqu'un d'autre s'écrie « Porto Novo ». Et là, elle répond « Ah oui, voilà, je savais ». Mais en réalité, ce qui se passe là, c'est une confusion entre reconnaissance et vraie maîtrise. Parce que voici une vérité essentielle. La familiarité n'est pas la même chose que le savoir réel, une connaissance maîtrisée. Être familier avec une chose ne veut pas du tout dire qu'on connaît la chose. Et alors, c'est quoi la conséquence? Peut-être aucune, jusqu'au moment où la même question revient. Et là, plus rien. On fouille dans sa mémoire, toujours rien, parce qu'en fait, cela n'a jamais été réellement appris. Parfois, un simple sentiment de familiarité peut suffire, surtout si l'information n'est pas d'intérêt ou est juste périphérique. Mais cette illusion peut facilement glisser dans notre façon d'apprendre, même pour des choses importantes qui sont l'objet principal de notre apprentissage. Des choses importantes pour lesquelles vous confondrez l'impression de connaître avec compréhension réelle. Vous avez peut-être vu votre mère préparer votre plat préféré une centaine de fois, mais cela ne veut pas dire que vous sauriez le cuisiner, même si vous avez l'impression que vous pourriez. Vous avez peut-être lu 10 livres, mais cela ne veut pas dire que vous êtes capable d'écrire un paragraphe clair et cohérent. Comme le disent les auteurs de Make It Stick, méfiez-vous du piège de la familiarité, cette impression de savoir qui vous pousse à croire que vous n'avez plus besoin de réviser, de pratiquer. Ce sentiment peut vous jouer des tours, surtout lors d'un autotest. Quand vous vous dites « Oh oui, je sais, je n'ai pas besoin de le dire à haute voix, je n'ai pas besoin de l'écrire ». Deuxième illusion, le souvenir des événements. Une femme dans la fleur de l'âge est chez elle dans son appartement. Elle regarde, tranquille, relaxe, la télévision. Soudain, on frappe à la porte. Elle se lève, va ouvrir. Erreur. Un homme terrifiant l'agresse violemment, la viole, puis la laisse inconsciente. Quelques minutes plus tard, elle reprend conscience, appelle la police qui, en arrivant sur les lieux, lui demande si elle a vu le visage de son agresseur. Par chance, croit-on, elle a une excellente mémoire. Elle répond oui,
décrit l'homme et un portrait robot est réalisé. Très vite, la police interpelle un suspect qui correspond à la description, un psychologue australien, Donald Thompson. Mais il proteste vigoureusement et pour cause, il a un alibi embêtant, confirmé par des milliers d'Australiens. Au moment du viol, il était en direct à la télévision pour une interview. Eh bien, la femme, au moment des faits, regardait justement cette interview à la télévision. D'une manière que l'on comprend encore mal aujourd'hui, son esprit a mêlé deux éléments pourtant distincts, l'homme à la télévision et son agresseur. Sa mémoire sous le choc a superposé les images, le narratif intérieur a pris le dessus sur la réalité. Notre souvenir des événements ne dépend pas d'un enregistrement parfait comme une caméra. Nous nous souvenons en fonction des interprétations que nous avons faites de nos émotions, de nos croyances, de notre expérience passée. Même lorsque vous êtes absolument convaincu que vous vous souvenez exactement d'une chose, il se peut que vous soyez tout faux. Tenez, faites l'expérience. Racontez-vous l'histoire de Gary Hoy, celle du début de la vidéo. Ensuite, réécoutez ce que j'ai dit. Vous verrez, vous avez probablement oublié des éléments ou vous avez aussi ajouté des détails qui n'étaient pas dans l'histoire. Pourtant, vous auriez juré qu'il s'y trouvait. C'est ça, l'illusion de la mémoire. Une autre illusion, l'illusion de la facilité de l'aisance après la lecture. On lit un texte et soudain tout paraît clair. On regarde une vidéo. Tout est nickel. Le sens, le flow des idées, on croit avoir compris, avoir maîtrisé. Mais attention, cette clarté apparente, elle est souvent temporaire. C'est simplement la plupart du temps l'écho de ce qu'on vient de lire, encore frais dans la mémoire. Surtout lorsque vous avez encore le matériel devant vous. Et quelques jours plus tard, quand vous essayez de vous en souvenir, quelques heures plus tard, surprise désagréable, on peine à retrouver les idées principales. On n'arrive même plus à formuler une phrase cohérente sur le sujet. Ce qu'on avait, ce n'était pas une compréhension profonde, c'était une illusion du savoir, provoquée par la facilité ressentie dans l'instant. Une autre illusion, la malédiction du savoir. Cette illusion-là est très fréquente, surtout chez les enseignants, les professeurs ou les professionnels expérimentés. Toute personne qui possède une connaissance approfondie d'un sujet qu'elle a perfectionné dans le temps et tente de la transmettre. C'est probablement celle de laquelle je suis le plus victime. Elle se manifeste lorsque un expert sous-estime le temps, l'effort ou l'accompagnement dont un débutant a réellement besoin pour apprendre quelque chose de nouveau ou accomplir une tâche qu'elle n'a jamais ou que très peu faite. Comme ce prof de maths qui a oublié ce que ça fait de galérer avec les bases. C'est ça, la malédiction du savoir. Plus on devient compétent et plus il devient difficile de se souvenir de ce que c'était d'être débutant. C'est sûrement pour cela qu'un averti disait qu'il semblerait que la meilleure personne pour expliquer un concept difficile à un apprenant, c'est un autre apprenant qui vient de comprendre. Une autre illusion, l'effet Dunning-Kruger. Voici une illusion très répandue et paradoxalement bien plus difficile à repérer chez les autres que chez soi-même. C'est le fait d'être incompétent et de ne pas s'en rendre compte. La vérité, c'est que nous sommes tous incompétents dans de nombreux domaines à des degrés différents. Mais le véritable danger, c'est d'ignorer totalement que cette incompétence existe. Je me souviens de mes tout premiers articles de blog. À l'époque, j'étais persuadé de faire du bon boulot. Mais aujourd'hui, quand je les relis, je me demande comment quelqu'un a pu lire ça jusqu'au bout. C'est presque douloureux. Le problème, ce n'était pas seulement que je manquais de compétences, c'était que je ne savais même pas ce qu'il me manquait. J'étais incompétent sans en avoir conscience. Pourquoi les auteurs de Make It Stick disent cette chose fondamentale? Nous sommes tous enclins à faire des erreurs de jugement. Et en prendre conscience, c'est la première étape pour progresser réellement. La seconde étape, et la plus importante, c'est mettre en place des repères externes, des jauges indépendantes de nous. Et cela peut être des personnes de confiance capables de nous dire honnêtement ce qu'elles pensent. Cela peut être aussi des systèmes qui ne dépendent pas de nous. Comme par exemple s'obliger à faire un nombre minimum de révisions avant de valider un travail. Il y a ce que l'on sait que l'on sait. Il y a ce que l'on sait que l'on ne sait pas. Et puis il y a aussi ce que l'on ne sait même pas que l'on ignore. Je me souviens par exemple du jour où j'ai commencé à utiliser une application pour mesurer mes distances de course. J'étais convaincu que la piste sur laquelle je courais régulièrement faisait environ 18 km.
Mais l'application, elle, indiquait 14. Ce petit repère extérieur suffit à briser mon illusion. Je ne courais ni aussi loin, ni aussi vite d'ailleurs que ce que je pensais. Et le pire, je n'en avais aucune idée. Ce principe s'applique aussi à l'apprentissage. Vous devez sans cesse calibrer votre compréhension avec des outils externes, des évaluations, des retours de personnes, de systèmes. Parce qu'il y aura toujours des angles morts, des zones d'ignorance. Il y aura toujours des choses que vous ne savez pas, Et les auteurs de Make It Stick le résument très bien. La maîtrise, surtout celle des idées, la maîtrise de compétences ou de processus complexes est une quête. Ce n'est ni une note à un examen, ni une médaille reçue d'un coach, ni une qualité qui s'installe ou qui s'infiltre en vous avec l'âge et les cheveux gris. Cette idée me rappelle un film que j'ai vu, Un homme d'exception, A Beautiful Mind. Il raconte l'histoire de John Nash, un mathématicien de génie, prix Nobel, connu pour ses travaux sur la théorie des jeux. Mais au sommet de sa carrière, Nash dut apprendre, par une façon bien douloureuse, à remettre en question son propre esprit. Ce qu'il voyait, pensait, ses croyances les plus profondes. Si vous ne l'avez jamais vu, Un homme d'exception est un film dans mon top 3 de tous les temps. Dans la prochaine vidéo, on explorera ce que signifie adopter une stratégie agressive d'apprentissage. Bye.